have the floor, Pierre. Bonsoir tous. Je vais un peu Good raccourcir evening, mon propos. D'abord, il y a everyone. beaucoup de choses qui ont été dites, donc Keep c'est pas my la speech peine, short. de I think a lot has tout, been said de already, revenir en permanence and sur I des sujets certainly déjà wouldn't want abordés. to Je crois que la question repeat fondamentale, anything c'est that effectivement might la already have been question said. d'espoir. What's obviously the key issue is hope. Now, I usually talk about hope in very simple terms, and I believe that the discussions that have taken place here today have somehow not mentioned people enough. We've talked a lot about society, yes, but not a lot about the person. And what I'd like to do here is talk about how a person looks at our century, and frankly we have a huge problem with the 21st century. We don't like it. And we tend to, when we look back, and this was very obvious in this morning's session, we're like people in a drive, driving a car, we're driving downwards, we know we have to slow down, but we don't know who's going to brake, and we're not building anything together. And I do profoundly believe that whatever the talent of technologists or economists, we will not be able to shift into a different gear ratio without people. And we need people to be able to project themselves positively into the 21st century. And some of the aspects that Mr. Jackson mentioned just now go into the same direction. I will share with you the work that I've done with psychologists, psychanalysts, sociologists, and theologians. There were a few engineers and a few economists there, and we worked for the Ministry of Ecology to try and identify or imagine what people will think or how they will see their world in 2050. So this clearly is a future-orientated work. Now, when we talk about 2050, what's clear is that people talk about the greenhouse gas and this ticking clock that we all have to take into account with climate change and temperature rising. Also, people understand we are at a crossroads with a change of civilization. A change of civilization. If you compare the 19th and the 20th century, for the first time in human history, we were not confronted with a lack of commodities. extraordinairement et normalement prisonnier de ces deux questions, puisque ces we now questions have not ont only été to not extrêmement lack fortes commodities et anymore, ont fait une grande but rupture par improve rapport à la partie antérieure de l'histoire. the way we Avec tout de live même and the way une we difficulté, use c'est those que ça n'a commodities. profité qu'à un cinquième de And l'humanité. unfortunately, as we Et que know, the donc, on past doit two résoudre les centuries have been problèmes very du beneficial, but 21e siècle only to en 1/5 résolvant of en même mankind. temps And we la need in the tâche 21st non century achevée not du only 19e et du to 20e siècle, achieve à what we savoir were la unable question to de achieve in the l'égalité, 20th la question century, de l'équité, meaning comme ça a été dit, equality or tout à equity, l'heure. Alors, but also go je crois beyond and qu'il est improve the utile quality of ce débat sur le everybody's développement lives. durable et c'était And when we le talk about syndicaliste sustainable de la table ronde development, tout à and l'heure the trade qui union representative mentionnait earlier during the roundtable avec force, mentioned that c'est-à-dire very strongly. le He caractère said conflictuel de cette there histoire. Et je was crois a qu'il faut conflict le réintroduire. dimension to Bien sûr, tout ça est what parti de la we révolution are going to do industrielle, now. avec, Everything dans cette started, of région-ci course, comme from dans the d'autres, Industrial un Revolution, débat and you know that extraordinairement here, difficile in pendant this tout le part of 19e siècle et le the 20e world, siècle sur la question and
an extraordinary industrial revolution, a huge social debate, and to that we add from the 1960s onwards the ecological dimension, which is also in a conflict situation or relationship with the two previous dimensions. And this is why the left in Europe is having trouble with ecology and green ideas, because they fear that it might be in a conflict with social progress. Now, from those three aspects, c'est que si on veut avoir des progrès du côté de l'écologie, if we want des questions de changement de comportement to go forward and make progress in the field of ecology and change people's behavior, if you look at, I mean, I can give you examples. If we look at the energy or greenhouse gas production, is mostly related to how we individually live. It is because of the way we eat, we move, and we heat our houses that we are confronted with modification des comportements individuels pose immédiatement. And to deal with that, we need to change the way we behave. And that means our democracies are, if not at stake, at least they have to start reviewing what they are and how they function. And clearly, democracy is central here. The ecological urgency could potentially lead us to a totalitarian situation. So what we need to do is find a way to make sure that we don't force people into changing, but entice people into changing, not only in their public persona, but also in their private lives. And that is certainly something that has to do with how a democracy works. There is a fifth dimension to sustainable development, which is culture. I'll come back maybe later to that aspect when I talk about visions. One point that I would like to maybe rephrase, Tim Jackson mentioned it, but I'll say it in a different way. We can't change our civilization or change from one civilization to another if we don't transfer to every single individual some sort of satisfaction. You mentioned prosperity, you mentioned hope. I'm talking about the same thing using different words. So how can we transfer satisfaction from the first source of satisfaction, which clearly has always been based on consumptions from the war onwards? You've mentioned a lot of important aspects of that. How can we move on from looking for satisfaction by consuming to looking for satisfaction by doing different things, or by doing things in a different way, but together in a democratic space? And I believe we worked on 5 visions of the future. The first one is the one that Tim Jackson just described. We're talking here about a green economy that tries to push the system into a different direction, but without severing that link to satisfaction. So we are still trying to achieve the same satisfaction, but in a different type of economy, a greener economy. And this, of course, has been discussed widely in Rio, simulations that have been done, and Mr. Jackson has done a lot of them. So simulations prove that it's very difficult to achieve. The law in France obliges us to divide by 4 the amount of carbon we release into the atmosphere. It's called the factor 4. And all ministers in France have to abide by that
reduction by 4 of the amount of carbon released into the atmosphere, and it's extremely difficult to achieve. There is also, after this green economy, a second vision that we could have, which would be a failure of everything we try to achieve together. I call that the Balkanization of the world, with a breakup of countries into regions. Look at TVs or TV serials, series, movies. This vision of the future is very much present there. A third vision of the future we could have, also very much cinema related, is what I would call the technological elitism, meaning that we would resort to genetics, communication, and we would somehow accelerate and intensify our lives by living new experiences in a shorter amount of time, with more time density. And Tim Jackson earlier was talking about acceleration. He mentioned the fact that, I mean, if we have speedy, fast, quick access to goods, to news, to whatever, we feel we live better or faster. And if you ask focus groups about that, you'll see that's very clear. It's clearly something that is in their future. On en a beaucoup discuté. Après ça, vous avez le débat sur la décroissance et compte tenu du caractère totalement central des transports, on est sur une décroissance, si on veut atteindre les résultats, qui est aussi une décroissance sédentaire. Et donc on a là des visions qui sont sur la réduction des prélèvements et de l'environnement et la réduction des consommations. Et quand on interroge quels sont les supports de cette vision du futur, on s'aperçoit que derrière, il y a un renforcement des règles morales, voire religieuses, pour remettre l'intérêt collectif par-dessus les schémas individuels, avec derrière toute une difficulté qui va se poser sur la question de comment gérer la contrainte. Là, je suis dans un scénario de décroissance sédentaire qui ne propose pas de façon active un transfert de satisfaction vers autre chose. C'est-à-dire qu'on est simplement dans une vision de décroissance. C'est-à-dire qu'on descend une pente et on ne se passe pas la question de quel est le futur pour l'humanité. Donc tout ça au nom de l'intérêt général. Et puis alors donc c'est une société qui pour sortir de la consommation sort de l'individualisme tel qu'on l'a connu là-dessus. Et puis vous avez un autre scénario, une autre vision qui est une vision de société relationnelle. Alors c'est celui sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, qui est donc la recherche d'une autre promesse, et que cette promesse donc se fonde sur la qualité des relations aux autres, et c'est le titre que j'avais donné au tout début de ma présentation, il y a un infini dans le monde fini. Bon, et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que par rapport aux difficultés qui nous sont présentées, notamment tout ce qui est autour de la matérialité, comment peut-on construire une société qui bifurque par rapport à cette imposabilité d'accroissement des prélèvements de ressources, alors les ressources minérales, les ressources énergétiques, mais aussi les ressources biologiques de la planète. Il faut regarder cet aspect de concurrence sur les ressources biologiques de la planète. N'oubliez pas que depuis 1950, le nombre d'hectares par habitant a été divisé par 5. Et donc on a un problème aussi sur les ressources biologiques de la planète. En tout cas, donc d'essayer d'aller vers un nouvel horizon. Et ce nouvel horizon, c'est bien évidemment la qualité de la relation aux autres. Et donc avec un soutien qui peut être apporté, mais qui est, je dirais, accessoire, qui est la question des nouvelles technologies de communication. Alors pour le dire d'une façon un peu forte, un enfant aujourd'hui, s'il le veut, aura accès à plus de personnes, à plus de connaissances, à plus de musique, ça c'est sûr, à plus d'expressions culturelles que toutes les générations cumulées qui l'ont précédé.
Donc vous voyez que vous avez là une extension de notre société, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un discours noir sur ce que l'on vit aujourd'hui sans voir les avancées que l'on fait aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un trade-off, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on abandonne un type de satisfaction contre un autre type de satisfaction. Alors, tout va se jouer sur la capacité collective, mais aussi individuelle, de trouver un équilibre entre notre recherche individuelle de plaisir et puis la manière dont on doit se comporter en société. Et là, ce qui me semble tout à fait important, et ça a été dit notamment dans la table ronde et sur la fin de la table ronde, nos concitoyens n'ont pas une vision de qu'est-ce que c'est que réussir sa vie au XXIe siècle. Oui. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur cette question-là et rendre perceptible comment on organise, on a une vision de soi-même dans un monde qui va profondément changer, tant qu'on n'a pas fait ça, le virage ne se fera pas. Alors quand vous interrogez les historiens sur cette question, ils vous disent les changements de civilisation, c'est violent. Quand est-ce que la violence disparaît? C'est que quand le récit du monde futur devient partagé dans le corps social. Et quand vous leur demandez, citez-nous un changement de civilisation qui a réussi, ils nous disent, ça tombe bien, on n'en a qu'un, qui s'est passé rapidement, c'est l'entrée dans la société industrielle, bien sûr parce que c'était une extension, mais aussi parce que les philosophes du XVIIIe siècle avaient raconté le monde d'après avant la crise. Montesquieu, Jefferson racontent le citoyen moderne avant la crise. Et donc les gens qui vont venir en France manifester un jour de famine devant le château de la Bastille, ils ont le citoyen moderne en tête. A-t-on un citoyen moderne, un mode de vie compatible avec l'histoire de la planète dans son futur? Est-ce qu'on a ce récit-là alors qu'on est, nous, en ce moment, déjà entrés dans la crise? Vous voyez qu'on est là, de ce point de vue-là, dans une situation plus difficile qu'au XVIIIe siècle, parce qu'on n'a pas encore complètement raconté ce futur. Et donc, vous voyez bien que le point déterminant dans ce changement, c'est quand on saura raconter à un enfant, mettons de 13 ans pour cette année, qui vivra tout le XXIe siècle, qu'est-ce que c'est une vie réussie pour lui dans ce siècle, compatible avec ce qu'il peut attendre de sa vie et compatible avec ce qui est possible pour l'ensemble de la société humaine. Quand on saura écrire ce récit, et donc pas seulement une narration collective, pas seulement un discours idéologique et politique, mais une narration personnelle. Et là, quand vous demandez aussi aux historiens quels sont les gens qui sont utiles dans ces périodes-là, ils ne vous disent pas les responsables politiques, puisque les responsables politiques sont dans une énorme difficulté de gestion de la violence dans ces périodes-là. Les deux types de personnes que les historiens vous citent, c'est les philosophes, ceux qui racontent une nouvelle histoire au niveau des valeurs collectives, et puis les artistes qui racontent, les écrivains, maintenant probablement les cinéastes, qui racontent des trajectoires individuelles réussies dans ce considérable virage. Les gens ne peuvent pas faire le virage politique sans un récit personnel, et c'est vraiment ça le fond de ma réflexion. Et là, je vous montre une transposition très simple de la consommation énergétique française. Vous voyez, j'ai essayé d'exprimer ça en empreinte énergétique ou CO2, c'est pareil, on peut faire le double calcul, avec raccroché aux caractéristiques qui décrivent notre vie individuelle. Vous voyez qu'en France, l'alimentation, c'est 18% de la consommation énergétique. Mais c'est, je dirais, pour le champ de la fourche jusqu'à votre salle à manger à la fourchette. C'est l'ensemble du cycle, y compris le transport pour amener la nourriture. De la même façon, vous avez le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage, qui fait 27%. Vous voyez qu'avec ces deux masses-là, vous êtes déjà à 45%. Donc tout le débat sur la croissance est un débat qui est bloqué parce qu'il est en aveugle sur la vie des gens. Donc il faut arriver à reconstituer des catégories qui parlent aux personnes. Vous voyez qu'on peut améliorer
le bilan sur l'alimentation, par exemple, avec des circuits courts. On peut, de l'autre côté, isoler des logements, et à ma connaissance, ça ne remet pas en cause je dirais, la capacité d'expression de chaque individu. Par contre, vous voyez que vous avez toute une série de petites catégories sur la gauche qui sont celles aujourd'hui qui donnent sens à notre vie, notamment la partie, par exemple, en jaune, information, éducation relationnelle, mais qui pèse très peu. Donc il faut arriver à construire des discours du futur dans lesquels on arrive à quantifier les choses dans les catégories qui sont les catégories par lesquelles les gens pensent, et pas nos catégories techniques, pas nos catégories statistiques qui en fait n'ont aucun sens. Alors derrière cela, dans ces visions que je viens de vous expliquer, il y a deux difficultés, qui ont des difficultés tout à fait considérables. La première, c'est la question des inégalités sociales. Elle se creuse dans nos pays, elle se creuse au niveau international, et bien évidemment, elle rajoute une angoisse considérable dans la transition et place les gens dans des situations défensives par rapport à ce processus de transition. Et notamment, il y a un certain nombre de visions que je vous ai expliquées tout à l'heure qui, alors là, se décalent complètement du côté de cette question d'inégalité sociale. Tout élitisme technologique, à partir du moment où il ne peut pas être partagé par l'ensemble de l'humanité, creuse les inégalités. Et donc comment on arrive à ce moment-là à gérer ces difficultés avec des systèmes traditionnels de redistribution qui fonctionnent de moins en moins dans une économie mondialisée, bien évidemment. La deuxième difficulté, c'est une difficulté de gouvernance mondiale. D'ailleurs, les deux sujets sont liés. Avec cette question que donc lié au changement climatique et le constat qui était extraordinairement frappant à la conférence de Rio en juin dernier, la somme des intérêts nationaux ne donne pas l'intérêt général de l'humanité tout entière. Donc comment on va franchir cette étape-là? On ne peut pas faire des scénarios technologiques, économiques, même des scénarios d'évolution de vie personnelle sans être capable de répondre à cette question qui est une question de la gouvernance planétaire, et aujourd'hui on est en pleine difficulté là-dessus, avec des rendez-vous qui vont se situer en 2015 à la fois sur le climat, à la fois sur les objectifs de développement du millénaire et à la fois sur les objectifs de développement durable. Est-on capable de cranter dans l'histoire humaine, ce qui serait un progrès fantastique, une espèce de montée d'escalier d'objectifs quantitatifs pour chacun des pays dans une trajectoire que l'on met sur une longue période. Ça va être le défi qu'on va avoir à résoudre en 2015. Vous voyez l'extrême difficulté. Bon, pour ramasser mon propos, et j'en ai presque terminé, donc quel est le récit du 21e siècle? Bon, il est très simple, hein. Nous serons nombreux. 9 milliards et demi. Donc faites déjà un nœud à votre mouchoir, 2050 pour les plus jeunes. Mégatoph, fin de la croissance démographique humaine. On aura été avec une multiplication par 10 entre 1800 et 2050. Quand même, hein. Derrière, tous voudront bien vivre. Je suis conseiller des pays africains dans la négociation climat. Vous n'imaginez pas la colère du monde, parce que l'ensemble du monde, avec les progrès des médias, et il faut le constater, l'ensemble du monde voit nos modes de vie et voit leurs difficultés. Et donc on a là une attente de l'ensemble des peuples du monde, et l'actualité l'exprime souvent. Donc les ressources sont limitées et parfois en net déclin, la charge sur l'environnement de la planète est trop lourde. Donc la valeur au sens personnel, technologique, économique, va être l'optimisation de l'utilisation des ressources. C'est une nécessité, mais qui ne constitue pas en elle-même une promesse. Bien évidemment, c'est la nouvelle définition du progrès, il ne faut pas renoncer à ce mot-là, et c'est la condition de la cohésion sociale et de la paix, et ça a déjà été dit, et c'était en filigrane de ce que disait Tim Jackson, on est forcément dans un processus de régulation de l'économie d'une façon ou d'une autre. Alors derrière, le calendrier, il est intéressant de regarder, donc cette fin de la croissance démographique humaine, toujours sur un horizon qui est autour de 2050, la question de l'effet
de serre doit être gagné et on aura des tensions sur les marchés de l'énergie et des matières premières. Donc c'est l'horizon 2050 qui donne le sens de ce siècle. Et ça, c'est important de le percevoir. Alors, tout va se jouer, et je finirai là-dessus, sur la question de l'adhésion des personnes. C'est l'enjeu majeur de la transition. Avec, bien sûr, quand on regarde, là je travaille en ce moment, on a en France un débat qui va durer 1 an sur la transition énergétique, avec une loi sur la transition énergétique qui est prévue donc pour la fin de l'année 2013, et un énorme débat dans le pays. Et je suis très actif, bien sûr, dans ce débat. Et quand on regarde quelles sont les divergences sont minoritairement sur les technologies. Tout le monde est à peu près d'accord sur un certain nombre de technologies. Les divergences ne sont pas sur les questions climatiques, etc. Les divergences sont sur les taux de croissance et les implicites des modes de vie du futur qui font que les uns et les autres veulent absolument de la croissance sans décrire jamais ce qu'ils mettent dedans. Et des gens veulent de la décroissance comme si que tout devait décroître pour tout le monde en même temps. Et donc tant qu'on est sur des discours bloqués sur ces deux éléments-là, on ne peut pas avancer. Mais derrière, on revient sur la question démocratique, sur la question politique, avec deux voies possibles. La voie de la contrainte. Mais il ne faut pas oublier la grande leçon du XXe siècle, c'est que les sociétés qui étaient les sociétés les plus totalitaires ont été les sociétés les plus gaspilleuses et les plus destructrices de l'environnement. C'est-à-dire que l'appel à un despotisme éclairé, qui est très très frappant dans les discours qu'on entend aujourd'hui au nom de l'urgence écologique. Le despotisme éclairé ne réussira moins la transition que la démocratie. Pourquoi? Parce que cette crise que l'on connaît aujourd'hui va nous obliger à un bond démocratique, puisqu'on doit aller chercher l'adhésion de chacun. Et donc, c'est ce débat-là qu'il faut aujourd'hui avoir le courage d'engager. Et quand vous vous trouvez face à une salle, on fait 3-4 débats par semaine. Donc, dans tous les milieux sociaux, tous les âges, toutes les conditions de travail. Quand vous expliquez les contraintes, vous voyez que la salle, tout de suite, notamment quand les gens connaissent people that are shrinking back, especially when they don't know about a topic, they're very much stricken. But if you try to create a debate, nous allons chacun d'entre nous grandir dans notre tête. En ce sens que pour la première fois de l'histoire humaine, on doit se penser tous ensemble comme un ensemble. Qu'on va devoir gérer la planète tous ensemble, et que la crise dans laquelle on est une crise de renaissance du système démocratique. À ce moment-là, vous avez la salle qui bascule et vous avez des gens qui disent bon bah ok, mais j'ai envie d'être dans mon époque, j'ai des enfants, je veux que mes enfants réussissent leur vie, et que finalement, si le sens de tout ça, c'est une rénovation démocratique, eh bien, nous allons faire partie de ceux qui veulent prendre en charge l'évolution de ce siècle et cette nouvelle aventure humaine. Donc vous voyez que le débat sur la transition, il faut le sortir du débat sur strictement un face-à-face entre les ingénieurs et les macroéconomistes, le ramener dans un débat qui est un débat, je dirais, qui va chercher alliance dans les ressorts les plus profonds de la personne humaine. Et ce que disait Tim Jackson, je crois, allait exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire derrière nos actes de consommation, derrière le fonctionnement de l'économie, il y a des attentes individuelles, et ce qui me semble tout à fait fondamental, c'est qu'il faut aller dans la réponse à ces attentes individuelles. C'est un débat national, c'est aussi un débat décentralisé. Ça ne peut pas se réussir que symboliquement au niveau national, pour que ce soit concret, matérialisé, vécu par les personnes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et comme d'habitude, je vous souhaite à chacun et à chacune, à vous et à vos familles, une bonne vie au XXIe siècle.